Mesdames et messieurs, bonjour. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter la grammaire décortiquée, publiée ce mois de novembre 2021. En effet, il y a de cela 7 ans, alors que j'enseignais la grammaire dans mon institution, un de mes étudiants d'origine latino-américaine s'est exclamé au fond de la classe. « Ah, maintenant je comprends l'espagnol. » Alors, j'enseigne au cours de français et lui, il comprend l'espagnol. Cette exclamation suscita un gigantesque éclat de rire dans la classe. Mais quand on analyse cette réaction en profondeur, on se rend compte quelle est la preuve que les adultes n'étudient pas la langue de la même manière que les enfants. Un adulte ne peut apprendre une langue et la parler que s'il comprend la rationalité de ses règles, la raison d'être de celles-ci, c'est-à-dire finalement leur pourquoi. C'est de là qu'est née la réflexion autour de la rédaction de ce livre qui ne porte donc pas sur la simple présentation des règles de grammaire, mais bien plus sur la description de leur raison d'être, de leur rationalité et de leur pourquoi. À titre d'exemple, je vais présenter brièvement un des 8 éléments de la langue, à savoir le verbe, afin de donner la mesure de la façon dont les autres éléments sont décortiqués dans ce livre. Nous savons par ailleurs que la langue française, comme toutes les autres langues de la Terre, comporte 8 éléments quand on les analyse scientifiquement, à savoir l'article, l'adjectif, le nom, le verbe, l'adverbe, la préposition, la conjonction et l'interjection. Donc, je vais donc commencer par faire la lecture de 2 citations phares qui portent sur l'élément verbe que j'ai choisi de présenter. La première citation est la suivante. Le problème du verbe n'est pas sa conjugaison, car celle-ci est mécanique. Le problème du verbe, c'est la classification de tous les temps de conjugaison dans les 3 moments de l'existence, à savoir le passé, présent et le futur. Deuxième citation. Accorder le participe passé en tenant compte de l'emploi des auxiliaires être et avoir est une erreur, car le participe est avant tout un adjectif et en tant que tel ne peut s'accorder qu'avec le nom, que celui-ci soit sujet ou complément direct. De plus, les auxiliaires n'ont pas de genre pour pouvoir déterminer le masculin et le féminin ou alors le pluriel du participe passé. Fin de citation. Donc, au moment où des voix s'élèvent pour exiger la suppression du participe passé, je milite en quelque sorte pour son maintien, puisque de mon point de vue, il existe une façon d'en simplifier la compréhension, l'apprentissage et l'enseignement. Commençons donc par décortiquer la première citation. Pour ce faire, je vais partager un document avec vous, c'est le document sur le verbe. Alors, le voilà. Alors, j'ai dit tantôt que le problème du verbe n'était pas la conjugaison, mais la classification de tous les temps de conjugaison dans les 3 moments de la vie. Alors, voilà les 3 moments. Nous avons le passé, le présent et le futur. Le passé comporte 4 temps, à savoir d'abord l'imparfait, qui est le temps central qui fixe le passé. Ensuite, le plus que parfait, qui exprime l'antériorité des événements apparus dans le passé. Et puis, on a le passé simple et le passé antérieur qui joue les mêmes rôles. Ensuite, au présent, nous avons le présent d'abord, ensuite le passé composé. Donc, le passé composé n'est pas un temps du passé, mais un temps du présent. Enfin, nous avons le moment futur qui comporte 2 ou 4 temps, à savoir le futur simple qui le fixe et le futur antérieur qui exprime de son côté l'antériorité des événements apparus dans le futur. Nous pouvons également nommer ici le futur proche et le futur proche antérieur. Alors, comment comprendre ça d'une autre façon? On peut comprendre cela en utilisant les termes liés à l'espace, considérant donc le présent comme étant un astre, le Soleil. Nous remarquerons que autour de ce Soleil gravite une planète appelée passé composé. Si nous considérons le futur également comme un astre, nous verrons bien que autour de lui gravite le futur antérieur. Quant au passé, il est
appelé imparfait, et autour de lui gravitent 4 planètes, à savoir d'abord le plus que parfait, ensuite le passé simple et ensuite également le passé antérieur. Le passé composé peut quitter son orbite du présent pour revenir au passé, apporter une aide, assistance dans des situations précises. Très bien. Alors, on va voir comment cela se manifeste concrètement à travers des exemples spécifiques. Donc, voilà nos 3 moments de la vie, le passé, le présent et le futur. Au présent, on a 2 temps, puisqu'en fait, le temps n'est pas un point, mais une distance. Exemple, je mange le repas que j'ai préparé il y a 1 minute. On constate bien que la différence d'1 minute n'enlève rien au fait que nous sommes toujours là dans notre présent, dans notre moment présent. Et donc, on voit bien comment le passé est utilisé simplement pour exprimer l'antériorité d'un fait par rapport à l'autre dans notre moment présent. La même situation se présente au futur. Au futur, nous avons le futur simple et l'action qui est antérieure à celle du futur simple est appelée par futur antérieur. On dira donc, par exemple, en février, j'irai à New York, mais avant, j'aurais retiré mon visa à l'ambassade. Au passé, on a la même situation. Le passé en français s'appelant l'imparfait. Alors, le plus que parfait exprime l'antériorité des événements apparus avant ceux apparus au moment dit imparfait. On dira par exemple, donc, en 2003, j'étudiais à Alger, mais avant, j'avais étudié au Caire. Voilà. Donc, le problème finalement du verbe est cette classification et en même temps, il est celui d'une certaine terminologie. Le futur, par exemple, est appelé futur simple. Nous avons le futur simple et le futur antérieur. Pour faciliter la compréhension des temps, on aurait bien pu partir de cette terminologie très exacte du futur pour nommer également les autres temps de la même manière. Le présent donc serait considéré alors à ce moment-là comme étant le présent simple et le passé composé comme étant le présent antérieur. L'imparfait aurait dû donc être appelé passé simple et le plus que parfait, passé antérieur. Quant au passé simple lui-même, il aurait dû être appelé imparfait en raison de la difficulté qu'on a à l'utiliser à l'oral. Et le passé antérieur aurait dû être appelé imparfait antérieur. Dans le mot de subjonctif, on remarque les mêmes situations. Le subjonctif est utilisé à 2 moments de la vie, à savoir le passé et le présent. Le futur du subjonctif n'existe pas. Par conséquent, on se rend compte que nous avons le présent du subjonctif et le passé du subjonctif. Or, le passé du subjonctif n'est pas un temps du passé, c'est un temps du présent. Exemple, je dirais, je suis fier que tu prennes cette situation au sérieux dans mon présent. Et puis, quelques minutes après, j'appelle au téléphone et je dis, je suis fier que tu aies pris cette situation au sérieux tout à l'heure. Donc là, nous sommes toujours dans notre présent. On aurait donc dû appeler le subjonctif passé plutôt présent antérieur du subjonctif. Voilà, pour continuer dans la même terminologie. Sur ce, j'ai fini la présentation de la classification des temps. Maintenant, pour présenter et expliciter la deuxième citation portant sur l'accord du participe passé, je vais partager également un petit document pour préciser que dans la grammaire décortiquée, j'ai élaboré la règle d'or du participe passé. C'est une règle qui permet de résoudre toutes les 25 situations complexes du participe passé. Elle est unique. Je la lis avec vous. Le participe passé est un adjectif et par conséquent, ne s'emploie ni ne s'accorde avec les auxiliaires être et avoir. En tant qu'adjectif participial, il s'accorde en genre et en nombre, soit avec le nom ou pronom sujet qu'il qualifie, soit avec le nom ou pronom complément direct placé avant le verbe. Alors, on va faire la démonstration. Si on considère l'exemple, la fête est costumée, ici, costumé s'accorde pas parce que l'auxiliaire être est utilisé, mais parce qu'il est adjectif de fête. On dirait aussi, par exemple, la fête costumée a lieu ce soir. Dans cette situation, on voit bien que costumé est adjectif de fait et que fait est le sujet du verbe avoir lieu. Deuxième exemple, si l'on dit Justin a mangé une banane,
Dans cette situation, le participe passé ne s'accorde pas parce que une banane est complément direct placé après le verbe. Ce n'est pas en raison de l'utilisation de l'auxiliaire avoir. Troisième exemple, les mangues que Justin a mangées sont mûres. Dans cette phrase, on remarque bien qu'il y a deux propositions. Proposition principale, les mangues sont mûres, et la subordonnée relative, que Justin a mangé. Cette subordonnée relative a un sens passif, c'est-à-dire qu'on dirait les mangues sont mangées par Justin. Et on constate donc que lorsque le complément direct est placé avant le verbe, il donne à la phrase un sens passif. D'où l'accord. On remarquera la même situation dans l'exemple suivant. Les mangues, je les ai mangées. Ça veut dire les mangues sont mangées. Le participe passé ici est placé avant le verbe. Par conséquent, il y a accord. Si on dit maintenant les filles se sont lavées, laver ici s'accorde pas parce que l'auxiliaire être est utilisé, mais simplement parce que le complément direct se est placé avant le verbe. La question pour le trouver est les filles ont lavé qui? Elle-même, qui est remplacée par le pronom réflexif se. On n'aurait donc dû jamais élaborer une règle d'accord du participe passé avec les verbes pronominaux à ce niveau. On continue avec l'exemple suivant. Les filles se sont lavé les mains. Ici, la question c'est, les filles ont lavé quoi? Les mains. Complément d'objet direct, les mains placées après le verbe. Pas d'accord. Le pronom réflexif ce ici n'est plus complément direct, il est complément indirect, qui signifie les mains qui sont à ces filles. Exemple suivant. Les filles se sont téléphonées le lendemain. Ici, le verbe téléphoner ne produit pas de complément direct. La question c'est téléphoner à qui? Par conséquent, ce est plutôt complément indirect, d'où l'absence de l'accord, ce qui revient encore à la règle d'or. Si on dit maintenant les mangues, j'en ai mangé, en ici est complément direct en réalité, mais manger ne s'accorde pas. Pourquoi? Parce que ce complément direct est invariable, c'est-à-dire qu'il n'est ni masculin, ni féminin, ni pluriel. Les compléments directs qui s'accordent sont ceux qui prennent la forme, disons, des articles. Disons comme cela pour simplifier. Par exemple, le, la, les. Là, on voit bien la variabilité. Mais en est invariable. Et donc, on ne dirait pas que le participe passé ne s'est pas accordé. On dirait bien qu'il s'est accordé avec le complément direct en, parce que en étant invariable, le participe passé l'est aussi. Voilà. Sur ce, j'ai terminé la présentation de cet élément verbe. Et j'aimerais vous montrer un peu à quoi ressemble la table des matières afin que vous puissiez vous faire une idée de l'ampleur du travail qui a été fait ici. Donc, voilà la table des matières. C'est un document de 208 pages que je vous recommande fortement, fortement. Et donc, voilà. Vous y trouverez également la question des exceptions en français, que je récuse ici, puisque de mon point de vue, les exceptions n'existent pas. Une règle ne pouvant pas générer des exceptions qui vont à contre-courant de sa logique. Et j'explique que les exceptions représentent en réalité de nouvelles règles qui naissent de la rencontre de deux autres règles. Donc, vous aurez toutes ces informations dans le document. Sur ce, pour conclure, je dirais que ce livre déborde les frontières de la langue française et touche la structure de chaque langue humaine. Raison pour laquelle notre étudiant cité plus haut s'était exclamé en plein cours, « Ah, maintenant, je comprends l'espagnol. » Voilà. Voilà le lien donc de la commande. Vous pourrez également commander sur Amazon ou alors sur le site de l'éditeur. Sur ce, je vous remercie infiniment et à très bientôt.